Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute pour la deuxième fois avec Jérôme Herkes qui est docteur en psychologie, chercheur, directeur recherche et développement chez AG&D, donc qui propose en fait les formations à l'approche Montessori pour les personnes âgées. Et ensemble on va discuter d'un outil alors que, pour lequel tu vas participer au développement, mais tu vas nous expliquer. Mhm. C'est l'AMAS, c'est un outil d'évaluation des capacités préservées donc pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, mais peut-être pas que. Et l'idée, on va parler de ça. Tu vas nous expliquer comment on peut l'utiliser, ce que ça peut apporter, ce que ça change peut-être par rapport à des outils d'évaluation qu'on utilise habituellement. Avant tout ça, peut-être pour resituer, si tu veux nous expliquer ton rôle, ton parcours, ce que tu fais dans la vie. Alors aujourd'hui, je suis effectivement directeur recherche et développement au sein de l'organisme AG&D, qui est l'organisme qui développe la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Je suis également chercheur associé à l'université Paul Valéry Montpellier 3 au laboratoire de psychologie Epsilon. Mon parcours, et c'est intéressant parce que c'est en lien avec la masse. Au départ, c'était un parcours de psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'ai travaillé 12 ans au CHU de Montpellier en gériatrie auprès des personnes âgées. Et une grande partie de mon activité, pas la seule, mais une grande partie, c'était effectivement l'évaluation neuropsychologique des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, que ce soit en consultation mémoire, mais aussi dans les services, en rééducation gériatrique, en soins de longue durée, etc. Je vais me permettre de glisser directement de ce parcours-là, 12 ans à l'hôpital, que j'ai quitté pour me consacrer exclusivement à Montessori au sein d'AG&D. Euh, mais dans ce parcours-là, j'ai donc eu une pratique d'évaluation qui était extrêmement importante. Et il y a un constat que je faisais déjà à l'époque, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, c'est que finalement, dans nos pratiques d'évaluation, tous les outils qui existent, euh, en tout cas à l'époque, c'est des outils qui sont centrés sur l'évaluation des déficits, des troubles. Alors, soit pour un diagnostic, hein, on va évaluer les différentes fonctions pour orienter un diagnostic de pathologie neurodégénérative, mais également dans le suivi des personnes. Finalement, on évalue la manière dont ils se dégradent. Finalement, avec le MMS, on regarde l'évolution du score qui va de plus en plus bas, etc. Et on n'a que des outils qui évaluent qu'est-ce que la personne a perdu, quels sont ses troubles. Et en fait, la grosse difficulté avec ça, c'est qu'une fois qu'on a fait passer l'évaluation, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. C'est-à-dire en quoi ça va venir aider l'accompagnement, en quoi ça va venir apporter des clés euh, pour accompagner la personne, pour lui proposer des choses dans son quotidien. En fait, en rien. On peut juste dire voilà comment elle a perdu. Et donc ça, c'était une espèce de constat qui me hantait depuis longtemps. Et c'est vrai que Montessori, c'est une approche qui est très centrée sur regarder les capacités des personnes, ce qu'elles savent encore faire. Et donc, c'est en mettant un petit peu tout ça ensemble qu'est née la masse. Ok, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment un sujet que je partage et d'un point de vue juste même financement, GIR, Pathos, GMP en EHPAD, c'est vrai qu'on regarde toujours qu'est-ce qui va pas et avec ce côté un peu étonnant que en fait si la personne a récupéré, on pénalise l'établissement. Tu vois, c'est un peu cette Oui, logique-là. oui, alors c'est un autre sujet, mais je dois intervenir à une table ronde sur cette question-là. La question qu'il y a globalement dans le fond, c'est de dire qu'est-ce qu'on évalue et pourquoi, et on voit bien qu'on est dans un système qui est basé sur un modèle déficitaire. Il y a une espèce de Mm. vision partagée par tout le monde où finalement la seule chose qui détermine tout, c'est la dégradation de la personne, comme s'il n'y avait pas d'autre chemin possible, comme s'il n'y avait pas d'autre regard possible sur les personnes. Ouais. Et je pense profondément que c'est un système très enfermant et en fait délétère. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si on regardait toujours le verre à moitié vide. Tu vois, c'est vraiment, on regarde tout ce qui va pas et les capacités, on les zappe. Tu vois, moi là, en ce moment, je travaille beaucoup sur la logique de projet personnalisé et c'est vrai qu'on recherche les risques, les problèmes qui peuvent survenir, la rupture de parcours, tu vois, tous ces sujets-là. Et qu'en fait, qu'est-ce qui va bien? On n'en parle pas. Mais je vais aller plus loin et c'est intéressant que tu parles de projets personnalisés parce que la masse, elle va se connecter beaucoup à cette notion-là. Donc je pourrais y revenir et t'expliquer en quoi.
J'ai vraiment acquis la conviction, ça fait 25 ans que je travaille dans le champ de la gérontologie, que cette approche déficitaire, elle nous enferme complètement et qu'on ne voit plus des potentiels extraordinaires d'engagement de la personne dans sa vie quotidienne, de lui permettre de continuer à vivre. Tant qu'on ne voit que ça, on a des œillères en fait et on ne voit plus des évidences. Des évidences, mais vraiment des choses qui sont devant nos yeux. La personne, elle est encore capable de manipuler plein de choses, elle est encore capable de donner son avis, elle est encore capable, mais on ne voit plus ça. On est entraîné littéralement à ne voir que les pertes, la dégradation et donc les risques, etc. C'est intéressant parce que je fais un autre parallèle, tu vois, sur un côté plutôt pédagogique, éducatif et tout ça, qui serait en fait, en général, tu vois, même à l'école, pour des enfants, on va se dire, ben, je sais pas, il est nul en maths ou en français, il faut qu'il fasse des maths et du français pour compenser. Et il y a beaucoup, j'entends beaucoup, tu vois, d'articles, de choses, de podcasts, tout ça, où on dit, mais en fait, c'est une connerie. Au contraire, il faut pousser là où la personne, elle est bonne et elle maîtrise, parce que c'est là où elle va pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires. Et que finalement, si bah, elle n'est pas douée, qu'il y a pas, tu vois, t'as pas une fibre ou une appétence particulière, bah, en fait, ça change pas grand-chose. Tu vois, l'énergie qu'il va falloir pour rattraper, elle va être énorme pour pas grand-chose, alors que si on pousse sur des choses qui sont plus positives, des appétences, des choses comme ça, des facilités, on a des résultats beaucoup plus intéressants. Je sais pas si. Ah bah ça résonne évidemment, alors je vais me canaliser parce que je pourrais en parler pendant très très longtemps, mais si je travaille sur Montessori et que Montessori part de la pédagogie Montessori, on est évidemment Hmm. dans cette vision-là également au niveau pédagogique. Et je vais juste dire un tout petit mot, on travaille nous beaucoup, je m'éloigne du sujet, mais c'est en lien, on travaille beaucoup aujourd'hui sur comment on accompagne finalement le management à implémenter le changement dans des structures. Et un des chemins, c'est d'appliquer exactement cette vision-là aux professionnels, là Ok. aussi. De dire, toi, t'es bon là-dedans. C'est intéressant parce que tu vois, là encore, je prends un exemple, parce que moi aussi, là, du coup, c'est un sujet qui me passionne vraiment, mais on va se canaliser. Mais en fait, tu vois, un entretien annuel, tu vas dire, bah, ok, où vous êtes bon, vous êtes pas bon, ah bah là, vous êtes pas bon, bah, je vais vous mettre une formation là-dessus. Et on sait très bien que ça sert à rien. Alors que Oui, si ça, je on me se casse. disait, tu vois, en fait, c'est voilà, prendre le côté inverse, de dire, bah, vous, en fait, vous êtes bon là-dedans, bah, on va pousser ça, au max. Ouais, comment est-ce qu'on peut l'investir? C'est vraiment comment on peut s'appuyer là-dessus pour trouver des choses qui ont du sens pour nous. Ok, non, génial. Du coup, cette échelle, cette approche, cette évaluation, d'où c'est venu et depuis quand et voilà d'où ça vient et comment toi tu t'es retrouvé à travailler sur ce sujet-là? Alors, moi, je travaille depuis maintenant 15 ans avec le professeur Camp, qui est donc le psychologue américain qui a développé Montessori pour les personnes âgées. Et Cameron Camp avait créé un outil comme ça pour évaluer les capacités pour les établissements qui mettaient en place Montessori. Et puis, on en parle un jour un petit peu comme ça, en mangeant au resto. Il était en France et je flash en disant, mais je voudrais que tu me montres ce truc-là, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, il m'a présenté l'outil. Il avait écrit un chapitre dans un livre là-dessus, mais il n'y avait pas eu d'étude de validation. Et je lui ai dit, mais je voudrais qu'on s'en empare. Je voudrais qu'on le développe, mais mieux. Et donc, on a travaillé ensemble pour l'adapter. Donc, on est parti de cet outil-là, qui était vraiment des activités Montessori qui allaient permettre d'observer un certain nombre de capacités pour en créer un outil beaucoup plus structuré et sur lequel on a à l'université Paul Valéry Montpellier 3, donc au laboratoire Epsilon, on a décidé de lancer une grosse étude de validation scientifique de l'outil pour voir est-ce que l'outil, en fait, il est solide sur un plan psychométrique, est-ce qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer, est-ce qu'il est stable, etc. Et donc, on est parti d'un outil que Cameron avait créé, qui proposait aux établissements qu'il avait accompagnés aux États-Unis, sur un outil plus large, plus solide et sur lequel on a lancé des études de validation scientifique. Donc, l'historique, c'est ça. Les premiers échanges avec Cameron, c'était en décembre 2015. Ça remonte à Et loin. ça date, ouais. Et puis, bah, il a fallu le temps de modifier l'outil, de réfléchir ensemble, de le créer, et puis de lancer les études, etc., puis de le développer. Et alors c'est peut-être une question qui reviendrait dans un deuxième temps parce que là maintenant on fait qu'est-ce que c'est que cet outil, mais quand même je te demande, t'es pas obligé de répondre. Tu peux commencer par qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans plus concrètement, mais est-ce que des États-Unis à la France, il y a eu beaucoup de changements, tu vois? Est-ce qu'il a fallu réadapter ou pas? Alors, il a fallu réadapter, oui, mais pas pour des questions culturelles. Pas du Ok. tout. C'est
moi, j'ai amené à Cameron des réflexions en disant ça, ces activités-là, à mon avis, elles sont inadaptées. En fait, il y avait encore un petit peu dedans d'évaluation un peu déficitaire quand même à certains niveaux. Et je disais, mais non, mais ça, on s'en fout, ça. Et donc, on a réfléchi ensemble sur une meilleure version, sur base de nos expériences de Montessori, de l'observation des capacités, de ce qui fonctionne, etc. Donc ça, c'est, voilà. Aujourd'hui, il y a une version qui existe aux États-Unis et il y a la version qui existe en France. C'est peu ou prou la même. Il y a deux, trois changements. Il y a par exemple une activité de lecture, le texte n'est pas le même. On a mis des Oui, textes qui étaient plus forcément. adaptés culturellement, mais pour le reste, c'est quasiment la même chose. Ok. Ce qui est cohérent dans la mesure où la personne âgée, la maladie, techniquement, change pas d'une frontière à l'autre. Oui, alors En fait, bien sûr, et on a plusieurs versions. Je peux pas nommer encore les pays, c'est un petit peu compliqué, mais on a d'autres versions en préparation qui seront les mêmes, mais dans d'autres pays européens aussi. ouais. Ok. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça marche? Et qu'est-ce qu'on fait comment on peut l'obtenir pour la tester? Enfin bref. Alors, la masse, c'est une batterie d'évaluation, c'est-à-dire que c'est une boîte dans laquelle il y a du matériel pour mettre en place 8 activités. Activités, c'est des choses à faire avec la personne. C'est pas un test. Et c'est une Ok. première chose qui est importante, c'est une batterie d'évaluation. C'est pas un test. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va pas tester la personne au sens classique du terme. Quand on fait un test, on va mettre la personne dans une situation plus ou moins complexe pour voir si elle échoue. Ok, c'est ce qu'on fait Hmm. habituellement avec le MMS, avec d'autres tests neuropsy. Hmm. La masse, c'est exactement le contraire. On va proposer à la personne une activité. Par exemple, il y a se laver les mains avec des lingettes, il y a lire un texte et puis discuter autour de la thématique, il y a classer des cartes en fonction des préférences, il y a trier des objets de couleur, etc., etc. Et l'objectif qu'on va avoir pendant qu'on fait passer l'activité à la personne, qu'on fait l'activité, ça va être d'essayer de la faire réussir. Et c'est vraiment la grande particularité de la masse. Et c'est le contraire des tests habituels. Dans un test habituel, on cherche, entre guillemets, à faire échouer la personne, à voir si elle échoue. Nous, on va se dire comment je peux la faire réussir. Et donc, pour chaque activité, on va guider la personne avec des niveaux d'aide de plus en plus importants. Concrètement, si je prends l'exemple de se laver les mains avec une lingette antibactérienne, je vais commencer par donner toutes les consignes verbalement à la personne. Arnaud, est-ce que vous voulez bien prendre une lingette, vous lavez les mains et puis jeter la lingette? Si la personne y arrive, parfait. Si elle n'y arrive pas, je vais lui donner les consignes une étape à la fois. Donc, je vais simplifier la consigne. Si elle n'y arrive toujours pas, je vais lui montrer les gestes. Arnaud, regardez, hop, 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 hop. Voilà. Si elle n'y arrive toujours pas, je vais lui montrer une étape à la fois. Et si elle n'y arrive toujours pas, je vais guider sa main doucement. Et l'objectif de ça, c'est de dire quels sont les niveaux d'aide dont la personne a besoin pour réussir. Et donc, notre objectif, c'est de chercher comment on fait réussir la personne dans différents types d'activités qui vont solliciter un grand nombre de capacités cognitives, sociales, sensorielles et motrices. Okay, donc, l'idée, c'est vraiment pour ces 8 activités ça. Et en fait, ce que ça va nous permettre, c'est d'une part d'observer cliniquement, vraiment avec l'observation de la personne, bah, qu'est-ce qui fonctionne encore? Est-ce qu'elle est capable, rien que sur cette activité-ci, de comprendre des consignes? Est-ce qu'elle est capable d'imiter? Est-ce qu'elle est capable de prendre un objet? Est-ce qu'elle est capable de se frotter les mains, de faire le geste? Est-ce qu'elle est capable de jeter un objet, de repérer où il faut le jeter? Et donc, juste avec ça, je peux déjà observer un grand nombre de capacités. Et donc, tout au long de la masse, on va observer un peu plus de 40 capacités et observer quels sont les niveaux d'aide qui permettent à la personne de réussir. Et ça, ce sont des informations qui sont directement transférables en vie quotidienne et qui vont permettre de venir nourrir le plan d'accompagnement. Voilà, donc pour Monsieur Chevalier, quand on lui donne les consignes verbalement tout en même temps, il se perd. Par contre, il suffit qu'on lui présente les consignes une étape à la fois et d'un coup, il y arrive. Mais ça, pour les professionnels, pour les aidants, même pour la famille, hein, pour l'entourage, etc., ce sont des informations extrêmement précieuses. C'est comment on fait réussir la personne au quotidien pour qu'elle puisse continuer à faire des choses. Ok, donc globalement, la masse, c'est ça. Je peux te donner une ou deux infos en plus après, mais c'est déjà un bon début. Non, c'est super intéressant. Alors, est-ce que moi, j'y connais pas grand-chose en échelle. Tu vois, tu me dis MMS, ok, je situe et encore, tu vois, je saurais pas trop dire ce qu'il y a dedans, mais il y avait rien qui ressemblait ou parce que moi j'ai l'impression qu'il y avait rien, mais est-ce qu'il y avait des choses qui ressemblaient un petit peu ou pas? Non.
Alors, en neuropsychologie, mais vraiment pas destiné aux personnes âgées et à ces contextes-là, je vous dirais une chose importante sur la masse. Il y a un test, mais plus pour d'autres types de difficultés cognitives qui s'appelle le FPT, qui est assez proche. On va chercher les niveaux d'aide, mais sinon, dans le champ de la gérontologie et des personnes Mm. âgées, non, il n'y avait rien. Je donne une précision importante. C'est un outil qui a été créé pour les personnes qui ont des troubles cognitifs modérés à sévères, donc assez important. C'est pas un outil qui est adapté pour les gens qui ont des troubles cognitifs débutants, légers. Ok. Donc, c'est important de le dire parce que dans l'étude de validation, on a vu que les gens qui avaient des troubles cognitifs légers, c'était beaucoup trop simple pour eux. Les tâches qu'on propose Ouais. sont des tâches assez simples, mais qui peuvent mettre en difficulté des gens qui ont des troubles cognitifs sévères. Donc, c'est vraiment à cette population-là que ça s'adapte, c'est-à-dire ceux avec lesquels on dit d'habitude, non, mais là, on peut plus rien faire, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et du coup, je reviens sur ce bon vieux gire où je me dis, en plus, le gire, on a une petite tendance à, je pense, à l'évaluer, mais à distance de la personne, et du coup, plutôt sur tu vois, des impressions, en fait, tu vois, parce qu'il y a aussi cette notion de capacité avec les adverbes, tu sais, correctement, spontanément, tout Ah ça. ouais. Et du coup, en fait, on le fait un peu au pif, non? En se disant, bon, j'ai l'impression que, bon, non, c'est bon, lui, il sait faire. Ah, lui, non, il sait pas faire. Lui, bon, entre les deux, du coup, on va, voilà. Mais du coup, on n'est pas dans un degré de précision. Non, non, alors très clairement, donc on n'est pas sur des outils qui ont les mêmes vocations par rapport au Aussi, chien, aussi, oui, c'est normal. ça reste Mais par contre, je te rejoins, c'est-à-dire que on est à la base dans des visions déficitaires, on l'a dit. Et donc, si maintenant je dois estimer les capacités de Monsieur Chevalier à aller aux toilettes seul, mais qu'en fait, au Mm. quotidien, bah, on le guide et dès qu'il est un peu ralenti, etc., on fait avec lui, on fait à sa place, en fait, on crée le truc. Donc, il y aurait beaucoup à dire. On n'est pas sur la même vocation, on est vraiment plus proche d'outils, mais qui restent obligatoires dans les évaluations réalisées en EHPAD, plus proche du MMS ou de la cible, qui est une batterie qui évalue le fonctionnement cognitif. Et donc, pour la petite histoire, donc, la masse, elle permet vraiment d'obtenir quelles sont les capacités, une quarantaine de capacités, je t'ai dit un peu plus, quels sont les niveaux d'aide dont la personne a besoin au quotidien. Et on demande généralement aux psychologues en EHPAD de réaliser des MMS pour avoir une mesure du fonctionnement cognitif et suivre l'évolution dans le temps. Mm. Ce qu'on a montré dans une des deux études qu'on a menées, puisqu'on a fait deux études sur la masse, c'est que la masse est le score total. On obtient un score aussi à la masse. Ok. Plus la personne a besoin d'aide, plus son score est bas. C'est que le score total de la masse est extrêmement corrélé au score au MMS. C'est-à-dire que les deux bougent vraiment dans le même sens. Ce qui est Et donc, logique. ce que ça nous indique, c'est que le score total à la masse, alors je vais un petit peu vite, c'est un peu plus Mm. complexe, mais l'idée globalement, c'est que le score total à la masse mesure le fonctionnement cognitif global. Et donc, on pourrait imaginer, soyons fous, je suis un peu ambitieux peut-être, mais que dans le futur, plutôt que d'imposer un test qui met les gens en échec, qui est difficile à faire passer, etc., et qui ne donne pas d'informations pertinentes au quotidien, qu'on puisse utiliser la masse pour à la fois suivre l'évolution dans le temps, si tant est qu'on en ait besoin, mais également pour bah, donner des informations cruciales à ceux qui accompagnent la personne. Ouais, c'est clair. Et là où l'information, je la trouve super intéressante, et je trouve que ça change vraiment tout, tu vois, c'est que je suis presque sûr que le résultat, tu vois, une aide-soignante expérimentée qui a l'habitude d'accompagner les personnes, tu vois, qui est là depuis longtemps et tout, limite, peut-être qu'elle tomberait pas loin, tu vois, du résultat. Si tu lui demandes est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il... Voilà. Mhm. Sauf que le problème, c'est que ça bouge tellement et c'est tellement d'infos à retenir que si tu arrives à le... Vraiment, voilà, à synthétiser, à avoir l'info au bon moment, je veux dire, et que les personnes, les équipes connaissent l'outil, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'au quotidien, de dire, bah attention, lui, on lui donne pas une consigne globale parce qu'il va pas y arriver, il va se perdre, il va s'énerver, mais plutôt voilà, le degré utile de décomposition de la consigne, et puis derrière, tout se passe bien, quoi. Et on est Ah dans le ouais. maintien de l'autonomie, l'apaisement et tout. Sachant que là, on parle EHPAD et on peut avoir des infos qui vont être cruciales pour l'équipe d'animation aussi, pour dire, mais en fait, Ouais. cette personne, si vous la guidez comme ça, elle sait faire encore plein de choses. Mais ce sont des informations qui peuvent être utiles à domicile aussi, pour des équipes Oui, qui oui, interviennent à carrément. domicile dans le maintien de l'autonomie de l'indépendance. On peut imaginer sur des consultations mémoire où on fait des suivis, on revoit les gens tous les ans, etc. En fait, bah, obtenir des informations qu'on pourrait donner à la famille, à l'entourage. Enfin voilà, donc l'idée, c'est pas uniquement sur l'EHPAD, mais d'élargir un petit peu
Et en tout cas, et c'est mon espoir quelque part, c'est d'amener dans notre champ peut-être une réflexion plus globale sur qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi on l'évalue, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça nous amène, parce que je pense que là, on a un enjeu central, en tout cas, qui est une de mes hantises depuis très très longtemps, quoi. De dire, mais en fait, on s'enferme, quoi. Ok, il a 8 au MMS, hein, c'est catastrophique, il peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'est-ce que ça amène en termes d'accompagnement, en termes de croyances erronées par ailleurs, etc., etc. Hmm. Oui, parce que ça met un peu tout le monde en situation d'échec et c'est quand même très négatif, alors que, oui, alors qu'il y a des gens qui vivent très bien avec un MMS très bas parce que, Non, mais en fait, on peut, c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose. je vais aller plus loin. Moi, je connais des gens avec un MMS à zéro, littéralement zéro, Ouais, pas inévaluable, évaluable. etc., qui font plein de choses au quotidien. Ouais, En EHPAD à quelques kilomètres de chez moi. Et qui donnent un coup de main pour nettoyer et trier les couverts, enfin, qui participent à plein de choses dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne les a pas enfermés dans un score au MMS. Mais si la seule info qu'on donne, c'est cette personne, elle a zéro au MMS, alors on ne lui proposera rien. Et ouais. donc, voilà, l'idée, c'est d'amener un outil et une réflexion sur, ben voilà tout ce qu'elle peut faire, voilà comment la guider, comment on peut s'appuyer là-dessus pour lui proposer des choses. Et donc, si on met ça, pour terminer, si on met ça en parallèle avec qui est la personne, avec ce qu'elle aime, avec ce qui l'intéresse, avec voilà, ce qu'elle a envie, ben, on a un plan d'accompagnement personnalisé, en fait. Ouais, c'est clair. Un projet et un plan de soins qui est Ouais, c'est ça. bien plus efficace et adapté à la personne. Vraiment Mhm. personnalisé. Euh, carrément. Alors, est-ce que tu as... je suis tombé sur un truc il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que... Alors, je vais faire la réponse en même temps. C'est très centré sur le soin. Tu sais, c'est un modèle, c'était un service à domicile qui évaluait les besoins avec ce qu'ils appelaient le modèle Géronte. Tu sais, où tu as un recueil, mais plutôt de capacités et de besoins d'aide, en fait. Voilà, très... Ouais, alors je connais pas l'outil, je suis très méfiant d'une chose, et tu parlais du GIR, mais en fait, la grande erreur, notamment de la grille Agir, mais c'est qu'on évalue des capacités fonctionnelles globales. Ok. Ouais, c'est ça. Aller aux toilettes, Hmm. s'alimenter, s'habiller. Mais en fait, si je prends l'exemple de s'habiller, je peux avoir juste une difficulté cognitive, ce qu'on appelle les fonctions exécutives de planification de tâches, et donc je suis pas capable de m'habiller. Par contre, je suis capable de faire tous les gestes pour enfiler les vêtements, pour les enlever, pour les boutonner, pour les zipper, etc. Hmm. Et donc il suffirait qu'on me guide en mettant les vêtements dans le bon ordre et je serais capable de m'habiller. Et donc tant qu'on évalue des capacités fonctionnelles globales, Ouais, on c'est va, exactement ça. On est dans sur- du global et pas le côté détaillé on de va l'enfermement. surestimer, on va Ouais, surestimer les difficultés en fait. ouais. On va considérer que non, il ne peut pas s'habiller, alors qu'en fait, il suffirait que je lui pointe les trucs pour qu'il soit capable de le faire. Et donc, l'idée qu'on a avec Montessori, mais avec la masse spécifiquement, c'est d'aller dans des capacités beaucoup plus fines, beaucoup Ouais. plus spécifiques pour permettre aux gens. Voilà, il faut bien comprendre une chose, c'est que dès le moment où on fait à leur place, dès le moment où on dit elle n'est pas capable, donc on fait à leur place, on va aggraver la dépendance. Je veux dire, on installe la dépendance, Mmh. c'est très bien documenté. Et donc l'idée, c'est que si on veut maintenir indépendance, autonomie, qualité de vie, bien-être, etc., il faut permettre aux gens de rester actifs et acteurs de leur vie. Et pour ça, on a besoin d'outils qui vont nous donner des clés. C'est l'objectif de la masse. Ok. Non, c'est très clair. Si je suis un établissement, un psychologue, un professionnel de santé, enfin bref, si on a envie de tester, comment on fait? Alors, la masse, c'est une batterie qu'il faut acheter. Donc, il y a du matériel avec. Elle nous a coûté en production. Je parle même pas des années de travail, etc. Et donc, bah, il faut l'acheter sur le site internet d'AGED. Ok, donc, on Ok. a une page dédiée euh, et il est possible d'aller la commander là. On a mis aussi des vidéos en ligne où on me voit, moi, utiliser la masse avec deux habitants d'EHPAD qui ont des troubles cognitifs sévères pour bien montrer comment on l'utilise, parce que c'est une passation un petit peu particulière. Ouais. Après, alors, on ne la verra pas sur le podcast, mais tu vois, je l'ai ici. C'est une belle Euh, boîte. oui, oui, La c'est une taille d'une grosse ramette de papier. Donc c'est pas non plus ouais, trop d'une boîte de jeux de société, si tu veux. de société. Ouais. Donc voilà, il y a tout le matériel dedans, il y a les manuels d'utilisation, il y a les feuilles pour coter la passation, etc., etc. Et donc, voilà, je vais te montrer un petit peu. Voilà, tu vois, tu as un manuel sur On a le guide. voilà, avec
tout qui est présenté dedans, etc. Voilà. Et après, on a les Les feuilles de fiches. résultats, etc. Ok. Voilà, voilà. Ok, ok. Ben, on va partager le lien. Et puis c'est quoi la suite? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres versions? Est-ce que vous continuez la recherche, les études? Alors, pas pour le moment, parce on a pas mal d'autres choses dans les bacs. On va déjà voir un petit peu comment ça fonctionne. On a prévu là quelques webinaires qu'on va proposer sur présenter les résultats des études, puisqu'il y a des choses intéressantes. Je vais t'en dire deux petits mots très rapidement dans ce qu'on a démontré. On va voir un peu comment ça réagit. Il n'est pas impossible qu'on mène d'autres études pour voir qu'est-ce que permet la masse, qu'est-ce que ça amène, etc. Mais là, déjà, on est focalisé sur la sortie et sur partager un petit peu, échanger, expliquer ce qu'il en est. Un petit mot sur les études, ça me paraît important. La première étude, c'est vraiment une étude de validation d'outils. On a montré que la masse est un outil valide, que quand deux personnes la font passer, c'est stable. Enfin voilà, c'est les qualités psychométriques habituelles d'un outil. Mais ce qui est intéressant de raconter, c'est que pendant cette première étude, donc on l'a fait auprès de 197 résidents d'EHPAD, ici dans la région de Montpellier, dans plusieurs EHPAD non formés à Montessori. Et il s'est passé un truc, c'est que plusieurs fois, on a voulu aller voir, donc on voulait voir des résidents qui ont des troubles sévères, et on a eu des équipes soignantes qui nous ont dit, non, mais lui, ça sert à rien d'aller le voir, il a trop de troubles du comportement. Et ça, dans notre vision, c'est quelque chose qui nous stimule pas mal. Ouais, je vois bien l'idée. Et donc, moi, j'ai eu une discussion avec ma collègue, la docteure Sophie Bayard, qui a coordonné l'étude avec moi. Et la réflexion qu'on a eue, c'est de dire, mais attends, en fait, si on ne peut pas l'utiliser chez des gens qui ont des troubles du comportement, on a un problème, parce que c'est une batterie qu'on est censé utiliser avec des gens qui ont des troubles cognitifs sévères. On sait que les gens qui ont des troubles cognitifs sévères vont souvent avoir ce type de comportement, agitation, agressivité et tout. Et donc, en fait, si on ne peut pas l'utiliser chez ces gens-là, ben, notre outil vaut que dalle. Et donc, on a mené une deuxième étude où on a pris que des gens qui avaient des comportements réactionnels très élevés, très importants. On a mesuré ça avec le NPI. On voulait vraiment des gens qui avaient ce type de comportement et on a utilisé la masse avec eux. Et qu'est-ce qu'on a montré? Bah, c'est qu'on peut tout à fait faire passer la masse à ces personnes-là, comme il y a une posture très apaisante, très posée, une guidance, on va avec le rythme de la personne, on ne force rien, etc. En fait, on n'a pas eu de problème de comportement du tout et donc on a montré que la masse pouvait tout à fait être appliquée avec ces personnes. Sur certains types de comportements, on a eu juste une durée de passation un tout petit peu allongée, statistiquement significative, mais en fait, ça ne pose aucun souci pour la passation. Ok. Ouais, oui, à la fois c'est super intéressant et je trouve même presque pas étonnant parce que finalement, quand tu as des gens qui, souvent, tu vois, on en avait parlé, on avait pas mal parlé, mais quand tu les accompagnes, quand tu passes un temps de qualité avec eux sans leur mettre la pression, en fait, ils s'apaisent et ils adhèrent. Bah, J'imagine. évidemment. Et Oui, voilà. oui. Donc, on en était persuadé, encore fallait-il le montrer. Mais effectivement, si tu te cales sur le rythme de la personne, si tu la traites comme une personne, si tu interagis doucement, Mm. positivement avec elle, en fait, elle n'a pas de raison d'être agressive ou agitée, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, parfait. Eh ben, merci pour toutes ces infos. C'est super intéressant et à suivre, du coup, le développement de, voilà, qui utilise. Et puis, peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, ça deviendra un outil habituel à trouver dans les établissements, Peut-être dernière question, parce que j'allais dire dans les logiciels de soins. Parce que c'est ça aussi après le sujet, tu vois, pour le Ouais. rendre très, très accessible. Est-ce qu'il y a un plan là-dessus? Non, pas aujourd'hui. C'est hyper intéressant. C'est pas du tout quelque chose auquel j'ai pensé. Encore une fois, on va laisser l'outil trouver sa place et s'installer, j'espère, progressivement dans les pratiques. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra réfléchir à un moment donné, d'ajouter ces onglets. De nouveau, hein, les logiciels de soins, NetSoins ou autres, euh, on va trouver les capacités fonctionnelles globales, enfin les trucs Ah ouais, habituels et une approche déficitaire habituelle. Donc non, pas aujourd'hui, mais ça serait ok. intéressant. Je vais me noter ça dans un petit coin. Pour le... Non, parce qu'après, c'est l'accessibilité pour les Ah équipes, oui, pour que ce tout à soit fait. clair et pour que ce soit bien partagé, voire même peut-être, parce que tu vois, moi, j'ai eu un petit raisonnement où je me suis dit, mais avec un petit coup d'IA par-dessus, Mhm, t'imagines si tu fais ton évaluation et que ça te suggère un plan de soins, mhm. que tu n'as plus qu'à valider, retoucher, tu vois, en disant, bon, ça, en fait, oui, non, ce serait cool.
Ouais, bah alors à mon avis, en fait, les gens pourraient déjà le faire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait Ouais. dire à tel IA ou tel IA, bah, j'ai une personne, voilà ses capacités, voilà les niveaux d'aide dont elle a besoin, voilà ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Je pense que ça fonctionnerait. Peut-être pour plus tard. On a déjà mis pas mal de suggestions, effectivement, dans le manuel, en disant, Hmm. bah, voilà, avec telle capacité, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Et donc, on a Ouais. quand même déjà dans le manuel des informations là-dessus, quoi. Après, je pense que les actions, de toute façon, elles sont évidentes dans la tête d'un soignant où tu te dis, bah, ok, il y a ça, il y a ça, il n'y a pas besoin d'aller inventer des nouveautés. Je le vois plus comme quelque chose de, pour simplifier le partage d'infos, en fait. Mhm. Tu vois, qui serait dans un logiciel de se dire, bon, bah, ok, tu vois, pour pas avoir à cliquer 10 fois pour remettre les trucs, bon, Oui, voilà. c'est là où on gagne un peu de temps. Et bah, super. Merci encore. Et puis, on partage le lien et on voit ce que ça donne. Merci beaucoup, Arnaud. À bientôt. Ouais, salut. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode.